Alors, Mathieu Bock-Côté, que vous pouvez lire très souvent dans le Journal de Montréal, publie un nouveau livre qui s'appelle Le Nouveau Régime, essai sur les enjeux démocratiques actuels. C'est aux éditions Boréal. Mais voilà qui est en tournée de promotion à Québec pour donc parler de son livre. Et il a été entarté. C'est comme si c'était un Roland d'une ancienne mode, parce qu'il y a quelques années, vous savez que c'est assez répandu. Donc, il a été entarté par quelqu'un lors d'une causerie. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et on va parler, bien sûr, de ce livre fort intéressant. Bonsoir, M. Bock-Côté. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça fait de se faire entarter? C'est pas particulièrement agréable, en fait. C'est qu'il y a quelque chose de paradoxal dans le fait d'être entarté. C'est qu'on voudrait que la victime, entre guillemets, puisse rire avec l'entarteur. C'est-à-dire, ah, mais on trouve ça drôle et on ne doit surtout pas présenter ça comme une agression. Et en fait, il faudrait être bon joueur chaque fois. Dans les circonstances, c'est un peu plus difficile parce que le type qui s'est présenté là, se lève, me hurle après, m'insulte en disant « sale fasciste de merde », me lance ça assez brutalement. Manifestement, s'il avait un sens de l'humour, il l'avait bien dissimulé. Et ce qui est particulier, c'est ce que j'appelle c'est une agression maquillée en parodie. C'est-à-dire, on prétend qu'il y a quelque chose de ludique, mais le côté ludique, on ne le voit pas. Puis dans les faits, qu'est-ce que ça... Dans les faits, c'était dans une librairie. Hein. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus fou. Une librairie, c'est un lieu qui est consacré à la réflexion, aux arguments, aux idées, à la discussion. Eh bien, tout ça disparaît, parce que qu'est-ce que c'est entarté? C'est je ne veux pas t'entendre, je veux te ridiculiser, je veux que tu disparaisses du portrait, je veux te faire taire. Il y a quelque chose là-dedans d'insensé que ça se passe dans une librairie. Et c'est ça, mais c'est quand même, il y a une éruption dans ta bulle, et puis là, ça doit être difficile de se sentir guilleret après ça. Oui, ben, en fait, j'avais une obsession, c'était une fois que c'est arrivé, je voulais simplement être capable de revenir devant les gens qui s'étaient déplacés, plusieurs, je pense, 70 personnes, pour être capable de poursuivre la conférence. C'est-à-dire, les gens ne sont pas déplacés. Il y avait d'autres choses à faire cette soirée-là qu'à assister à une conférence. S'ils décident de venir, ben, il faut quand même que l'événement se termine. Alors, j'ai repris mes esprits. J'ai terminé ça. Cela dit, aujourd'hui, je faisais une conférence à l'Université de Montréal et pendant les 5 premières minutes, je regardais chacun des personnes s'il n'y avait pas un entarteur potentiel. Y a-t-il une tarte dans la salle? C'est l'effet psychologique, disons. Mais quand même, est-ce qu'il y a des accusations de portée contre... Est-ce que ça mérite des accusations? Je me suis donné la journée pour y réfléchir. Je trancherai demain matin, c'est-à-dire parce que c'est tout un processus judiciaire, mais je ne m'interdis pas la possibilité de trancher demain matin en ce sens-là. OK. Alors, un livre fort intéressant qui est une espèce de réflexion sur nos sociétés démocratiques. Et avec l'élection de Donald Trump, on est poussé à réfléchir encore plus. D'ailleurs, je dirais même que la texture de l'expression politique s'est comme transformée depuis quelques mois à peine. Je le conçois, moi, sur Facebook, dans les Facebook que je reçois. Il y a un ton qui a changé. Tout le monde est un peu plus agressif. Et quand tu fais une critique de Donald Trump, c'est attention, il faut faire... où on est rendu là, dans la démocratie versus, justement, les réseaux sociaux. Parce que vous avez un chapitre sur les réseaux sociaux qui est extrêmement intéressant. Comment vous voyez ça, la politique, au temps des réseaux sociaux? Ben, en fait, c'est une forme d'exacerbation des passions. Premièrement, il y a quelque chose qui, avec les réseaux sociaux, c'est ce que j'appelle le lynchage du jour. Sur de qui doit-on s'indigner aujourd'hui? Qui doit-on condamner aujourd'hui? Qui doit-on lyncher aujourd'hui? Et à qui va-t-on demander des excuses? Bien sûr, absolument. Qui est le salaud du jour? À qui doit-on demander des excuses? Ensuite, ce que je constate, c'est que les gens ont besoin d'indignation perpétuelle. Comme une forme, c'est leur shoot de la journée. J'ai besoin de mon indignation. Sur quoi vais-je me prononcer? Les opinions se multiplient sans nécessairement être approfondies. On a une opinion sur tout et, paradoxalement, en plus, là-dedans, on en vient à croire les différentes théories du complot d'une manière ou de l'autre parce qu'elles semblent toujours plus vraies que la nouvelle officielle. Alors, on se retrouve dans un espèce de climat toxique, empoisonné, où sous prétexte d'approfondir la démocratie, c'est-à-dire tout le monde se prononce tout le temps, on crée une espèce de petit climat de guerre civile qui ne dit pas son nom, où finalement, chacun se radicalise, chacun va aux extrêmes, et la conversation démocratique, qui exige normalement un peu de respect pour l'autre, le respect minimal au moins de l'adversaire, cette courtoisie démocratique, cette convivialité, cette civilité tend à disparaître. Et le président américain utilise constamment Twitter et il s'est connecté sur les réseaux sociaux et il contribue à ce changement-là. C'est comme si la politique était teintée maintenant de ces courants d'opinion qui étaient, je dirais, souterrains autrefois. Là. Oui, en fait, c'est comme si des choses remontent à la surface, des passions. Justement, le désir d'insulter son prochain, je devine, ça a toujours existé. Normalement, les bonnes manières, ensuite les institutions, ensuite toute une série de codes, de règles faisaient en sorte qu'en public, on cherchait à se tenir un peu.
En ce moment, il y a une forme de libération dans l'espace public de la part la plus sombre, quelquefois, de l'âme humaine, où on se met à éructer, à insulter. Dans le cas du président des États-Unis, ce qui est insupportable, me semble-t-il, puis je veux pas le diaboliser, mais je regarde ça, et je dis quelqu'un qui croit, il est président des États-Unis, et il croit que ses réflexions peuvent tenir en 140 caractères, et que cela suffit pour s'adresser à la planète. J'ai l'impression que nous allons sacrifier à travers cela la part de la complexité. Et vous parlez des médias traditionnels comme nous. On a une part de responsabilité là-dedans. D'ailleurs, lui montre souvent du doigt les médias en disant, bon, les médias sont responsables parce qu'ils sont parmi les gens les plus malhonnêtes du monde, dit-il. Mais ça se répercute parce que dans les communications entre nous et eux, sur Facebook, là, entre vous et moi, c'est moins poli que c'était, c'est moins convivial que c'était. Les médias ont leur critique à faire, il n'y a pas de doute. Quand, par exemple, moi ça m'a frappé que dans les débats sur les attentats en France, certains médias français se demandaient est-ce qu'on doit donner le nom des agresseurs parce qu'on ne veut pas favoriser les amalgames entre islamistes et musulmans, entre islam et islamisme. On comprend l'intention, mais ce qu'on nous disait, c'est qu'au nom d'une information politiquement correcte, on allait avoir des faits tronqués, on allait avoir des informations partielles. Alors quand on est devant ça, on se dit que les médias traditionnels, qui ont une responsabilité immense dans la démocratie, c'est par là que passe le débat, ont une autocritique à faire. Mais je crois que de ce point de vue, il y a mille et une choses qu'on doit faire. On doit clarifier les termes qu'on utilise. Quand on utilise sans arrêt des mots en phobie pour parler de ses adversaires, quand devant soi on a toujours des phobes, mais traiter de quelqu'un de phobe, hein, qu'il soit transphobe, europhobe, islamophobe, xénophobe, ça consiste à lui dire qu'il est fou. Ça consiste à dire qu'il a une obsession névrotique, puis sa place c'est avec un psychiatre, c'est pas dans le débat public. Donc cette manie d'insulter, cette manie de diaboliser. J'ai le monopole du bien. Donc, si j'ai le monopole du bien, vous avez le monopole du mal. Et bien, cette manie de réclamer pour soi le monopole du bien, de la santé mentale, de réclamer pour soi toujours, je dirais, la seule respectabilité possible. Il n'y a plus de démocratie possible à partir de là. On a simplement un ennemi à terrasser. Mais donc, ça vient du fait que le politiquement correct a été érigé en système, puis dans les médias traditionnels, c'est un peu toujours ce qui a été véhiculé. Là, ça, je crois que c'est un élément sur des questions particulières, des questions liées à l'immigration, des questions liées à la diversité, des questions liées... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Faire un débat sur l'immigration au Québec sereinement, dans les dernières années, ça se fait pratiquement pas. Je l'ai fait et ça tourne toujours. Rappelez-vous quand Philippe Couillard lui-même dit soit vous êtes favorable à la hausse des seuils d'immigration, soit d'une certaine manière vous êtes d'extrême droite. Donc, non seulement on ne peut pas dire il faut les baisser, on ne peut pas dire qu'il faut les geler, soit on les augmente, soit on devient un xénophobe d'une certaine manière. On peut même plus en parler, d'ailleurs, sans son xénophobe. Oui, mais ça, c'est ça le drame. C'est-à-dire, quand on décide d'interdire un débat, puis ça, je pense qu'on en voit les effets partout en Occident. Quand on interdit un débat, mais au début, il est interdit. Mais ensuite, les gens portent en eux une frustration, portent en eux une colère. Et quand le débat réapparaît dans l'espace public, il réapparaît de manière beaucoup plus brutale et beaucoup plus radicale que s'il avait été mené raisonnablement, en acceptant que tout le monde ne pense pas pareil, puis qu'il est possible d'avoir un point de vue, par exemple, qu'on doit baisser les seuils d'immigration, l'autre dit non, il faut les conserver ou les augmenter, puis chacun est mis dans l'espace public sans porter le masque du monstre. C'est ça. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Si on veut continuer à exister comme démocratie, il faudrait être capable de dire, OK, peut-être qu'un peu trop d'immigrants, ça ne veut pas dire que je suis anti-immigrant ou xénophobe ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'on ne devrait pas s'inspirer de tel pays, des choses du genre. Bon. Il y a le concept, il y a deux mots qui ont résonné, parce que dans ma réflexion personnelle, je suis rendu à ce niveau-là. Vous parlez de radicalisation de la démocratie. Parce que les jeunes se radicalisent sur Internet et ils vont faire la guerre en Syrie. Mais c'est comme si les gens qui habitent ici sont sur Internet et c'est comme si Internet avait la capacité de radicaliser. Ah ben oui, parce que sur Internet, on le voit souvent, les gens ne s'alimentent qu'à partir des nouvelles qui confirment leurs propres préjugés souvent. Et ils vont se jeter. Puis moi, c'est une chose on l'évoquait tantôt, ce que j'appelle la pendaison du jour, c'est-à-dire le besoin, le refus de la conversation. Qu'est-ce que c'est une conversation? C'est accepter que l'autre a peut-être quelque chose à m'apprendre. Qu'est-ce que c'est la pendaison du jour? Si on désigne le bouc émissaire, on désigne le salaud, et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de débat démocratique, on doit chasser de l'espace public l'intrus, on doit en expulser le salopard. Et ce qui me fascine dans cette radicalisation de la démocratie, c'est que prétendant l'accomplir, les gens peuvent se prononcer surtout en toutes circonstances, tout le temps, dans les faits, ça crée une pagaille qui est le contraire même de débat éclairé. Puis Dieu sait que je veux pas, en disant ça, être élitiste ou voir chasser les gens de l'espace public. Loin de là, j'ai tendance à me méfier lorsque les gens veulent confisquer pour eux le débat public. Donc, on doit entendre le malaise populaire. On doit entendre ce qui explose dans nos sociétés. De Donald Trump au Brexit, au populisme en Europe, il y a des raisons de s'inquiéter de ce qui se passe. Il y a quelquefois de bonnes choses. Moi, le Brexit, j'étais pour. Donald Trump, je m'en inquiétais comme tout le monde. Mais si on n'écoute pas le malaise des gens, un jour, il nous saute au visage, puis on se contente ensuite de crier au monstre.
Vous, justement, pour étayer un peu tout ça, il y a des chapitres où il y a des problèmes, je dirais, ou des dimensions plus incarnées, si on veut, que par rapport à ce débat qui est plutôt philosophique. Vous parlez, entre autres, du genre. Hier, j'avais 2 transgenres en entrevue on a vu l'histoire de la SAAC où on avait banni le monsieur et le madame, et finalement, ils sont revenus. La semaine dernière, il y a une annonce qui a été annulée à la suite de la plainte d'une transgenre également. Et vous avez un chapitre où vous réfléchissez à cela, et vous trouvez que, dans le fond, on est un peu en contradiction de tout ça. Racontez-moi. Moi, il y a 2 exemples là-dessus. C'est-à-dire qu'on dise, il y a la question aujourd'hui des revendications des trans. Et on nous dit, il faut tenir compte de ces droits-là. Puis je dis, parfait, pas de problème, c'est normal. Mais est-ce qu'au nom de l'accommodement d'une minorité qui dit, tenez compte de notre singularité, s'il vous plaît, on doit bouleverser, renverser, abolir les codes, les références, les symboles de l'immense majorité de la population? Est-ce que parce qu'une petite minorité, il faut bien comprendre, c'est marginal, réclame ses droits, est-ce qu'on doit dire, en ce nom-là, monsieur, madame sont désormais des termes à proscrire parce qu'ils sont transphobes? Ou un autre exemple dont je parle dans le livre, quand la Commission scolaire de Montréal décide de bannir père et mère des formulaires scolaires pour remplacer ça par parent 1, parent 2, parent 3 et ainsi de suite. Eh bien, moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, avec les familles nouvelles qu'on connaît, qu'on décide de rajouter une ligne en disant père, mère, autre, parfait, pas de problème. Mais doit-on bannir le père et la mère sous prétexte que ce serait discriminatoire envers d'autres? Pour ce que j'en sais, le féminin, le masculin, le père et la mère, c'est des fonctions là, inscrites dans la psyché des peuples depuis les origines de la civilisation. Si on décide de balayer ça chaque fois au nom des discriminations, eh bien, il ne restera plus rien de commun et les habitudes du commun des mortels seront chaque fois piétinées. Mais il y a souvent pas grand monde qui demande ça. C'est comme une réaction, une hyper-réaction des autorités. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, on l'a eu hier, la femme nous explique, j'arrive là, je suis une femme, puis le gars, tu sais, il y a des attitudes. Alors, lui, le gars, le préposé de la SAAQ, manifestement, d'après elle, elle dit, il voulait m'écœurer. C'était pas juste, je fais une erreur de bonne foi, il voulait m'écœurer. Bon, alors ça, c'est un cas d'espèce. Mais dans d'autres cas, il n'y a pas personne chez les transgenres que j'ai vu réclamer, dites, monsieur, arrêtez de dire monsieur, madame, un peu comme les musulmans ou les autres religions. Personne, il n'y a pas grand monde, en tout cas, je fais de la tribune téléphonique, qui a demandé qu'on arrête de dire Joyeux Noël. Ben, voilà, ça, c'est les autorités qui disent on va s'auto-censurer, on ne dit plus Joyeux Noël, on va dire Joyeuse Fête, on ne dit plus Monsieur, Madame, on s'auto-censure. La description est très bonne, c'est-à-dire très souvent, c'est moins les revendications viennent moins de ces minorités ou alors de franges très extrêmes de ces minorités. Les institutions prennent peur, redoutent le scandale médiatique et sont en plus pénétrées par ce politiquement correct, cette idéologie du multiculturalisme souvent qui dit reconnaître une culture commune, reconnaître un monde commun, c'est exclure l'autre, c'est exclure la différence. Alors nos institutions, quelquefois, de peur du scandale appréhendé quelque part sur Facebook, sur Twitter et dans les médias, vont quelquefois s'auto-censurer à l'avance, sans se rendre compte qu'ils heurtent alors les valeurs de millions et de millions de personnes. Le Joyeux Noël n'a jamais offusqué personne, sauf quelques petites minorités, mais de peur d'offusquer une minorité imaginaire, quelquefois, nos institutions, nos leaders démissionnent et quelquefois nous trahissent. Et ça entraîne une colère populaire. Rappelez-vous, en 2009, on avait été jusqu'à dire Joyeux décembre sur le plateau Mont-Royal. Oui. Joyeux décembre. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire encore? Quand on nous dit au Québec, on ne doit pas imposer trop fort les symboles chrétiens. Très juste, d'accord, nous sommes une société laïque, mais est-ce que le drapeau, on va devoir le changer un jour pour accommoder la diversité? On ne nous demande pas ça et pourtant certains rêvent de le faire en se disant il faut effacer les symboles de la majorité. Encore une fois, je pense qu'il est légitime de tendre la main aux minorités. Je pense qu'il n'est pas nécessaire pour cela de piétiner la majorité. Et qu'est-ce que vous pensez parce qu'on dit on a plein de préjugés ici au Québec, particulièrement en matière religieuse, on a peur de l'islam et puis il y a des commentateurs qui reviennent souvent là-dessus. Comment vous voyez la relation au Québec? Je trouve qu'on abuse du mot phobe en la matière, c'est-à-dire on en vient à nommer islamophobie. Qu'il y ait de l'aversion envers les musulmans, évidemment, il y en a, et puis c'est malheureux, mais c'est très minoritaire. Mais est-ce qu'on doit nommer islamophobie la critique de l'islam? C'est-à-dire, quand quelqu'un critique le catholicisme, est-ce qu'on dit qu'il est cathophobe? Si tel est le cas, c'est assez rare. Quand quelqu'un critique le protestantisme, est-il protestantophobe? Bon, alors, islamophobie, le mot est trop loin. Quelqu'un qui critique l'islamisme, trop souvent on l'accuse d'islamophobie. Quelqu'un qui réfléchit en se demandant, est-ce que les populations musulmanes s'intègrent bien dans le monde occidental? On l'accuse d'islamophobie. Eh bien, toujours accusé
d'islamophobie, c'est tout un débat fondamental aujourd'hui, qui est celle de la place de l'islam dans nos sociétés, qui est soit de censurer, soit de déformer. Et encore une fois, on y revient, ça alimente le malaise populaire. Donc, c'en est un bon exemple, ça, où quand on parle aujourd'hui du terrorisme international, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il y a un attentat, c'est très rare qu'on nous dise « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». On dit « Allah Akbar ». C'est triste, mais nommer le terrorisme islamiste, ça ne veut pas dire qu'on accuse tous les musulmans. Ça ne veut pas dire qu'on accuse l'islam, qui est une des grandes traditions spirituelles de l'humanité. Ça veut dire qu'on dit néanmoins que ce terrorisme, il est islamiste, il n'est pas suédois, il n'est pas orthodoxe, il n'est pas bouddhiste. Nommer les choses, me semble-t-il, ça contribue à la compréhension du monde, ça ne contribue pas au scandale. Mathieu Bock-Côté, qui n'a jamais peur de nommer les choses, justement, dans le Journal de Montréal, mais dans ce livre particulièrement intéressant, qui est une réflexion sur où on est rendu dans nos sociétés démocratiques actuelles. C'est aux éditions Montréal, le nouveau régime. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci infiniment. Vraiment, c'était très, très stimulant. Au retour,